Bonjour à tous, ici Nicolas Claudel et tout d'abord bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'experts du mardi. Je tenais à remercier tous ceux qui sont présents et qui continuent à nous suivre chaque semaine, surtout en ces temps difficiles. Comme vous le savez déjà, nous avons choisi de nous réunir les mardis matins afin de concevoir ensemble un exemple de rapid learning avec VTS Editor. Et ce mardi, nous avons choisi d'aborder un sujet un peu particulier car il s'agit de générer de la tension auprès de nos apprenants. Pour nous expliquer et m'accompagner dans cette tâche, j'ai aujourd'hui en ma compagnie Théo, Théo de Ranchin. Alors bonjour Théo, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors explique-nous un petit peu, que fais-tu dans la vie déjà, pour que Ah, les gens qui ne te connaissent pas puissent savoir. alors moi je suis Digital Learning Expert chez Serious Factory, c'est-à-dire que je conçois puis réalise ensuite sur VTS Editor des projets clients. Mhm. Je fais aussi beaucoup de gestion de projet, pareil pour les projets sur VTS Editor. D'accord, d'accord. Alors pour ceux qui ne le savent pas dans l'audience, Cirrus Factory fait à la fois VTS Editor, qui est le logiciel que j'ai devant moi, et également des projets sur mesure qui utilisent VTS Editor et parfois d'autres logiciels pour amener des choses dans VTS Editor. Et Théo, toi, tu es l'exemple parfait d'un concepteur 100% opérationnel sur VTS Editor, mais un petit peu plus. C'est ça, multitâche. Exactement. Alors, aujourd'hui, on a choisi de parler de générer de la tension auprès de nos apprenants. Alors, euh, peux-tu nous préciser un petit peu plus ce qu'on a décidé de mettre derrière cet élément-là? Parce que de premier abord, on peut se poser la question, mais alors, on ne peut pas faire peur à nos apprenants, ça n'a pas de sens. Ouais, en fait, on va parler ici de comment générer de l'attention, du stress, c'est-à-dire du stress positif, parce qu'on pourrait se Mhm. dire, mais pourquoi on irait stresser nos apprenants? Tout à En fait. fait, le stress, quand il est utilisé de façon mesurée et intelligente, ça peut être vraiment un outil très très puissant pour permettre d'augmenter la rétention des Mhm. notions pédagogiques des apprenants. Et on va voir ici qu'avec VTS Editor, on peut justement utiliser pas mal d'éléments pour maîtriser, contrôler ce stress et le mettre à profit pour que nos expériences soient très efficaces en un minimum de temps. Mhm. Oui, l'idée, c'est vraiment de générer une émotion forte chez notre apprenant pour le pousser à avoir un espèce d'ancrage mémoriel. C'est un peu comme dans les films, vous éprouvez des émotions fortes, c'est de la joie, de la tristesse, de la peur, et en fait, c'est ça qui va vous faire retenir. C'est bien ça? Mmh, tout à fait, tout à fait. On, on se souvient en fait des choses qui nous procurent des émotions. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir recréer dans ces expériences pédagogiques pour Mhm. que des notions clés soient ancrées de façon définitive. On essaye le plus possible d'avoir une mémoire qui utilise tous les aspects humains de la mémoire. Donc on a des éléments visuels, on a des éléments sonores, on a des éléments émotionnels, et tout ça, ça vient se retrouver dans VTS Editor. Alors ici, on a plusieurs mécanismes qu'on va pouvoir utiliser dans VTS Editor, dans une expérience qu'on va réaliser. Théo, peux-tu nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, le stress, enfin, comment créer du stress, on va le séparer en deux grandes parties. C'est-à-dire qu'on va Mhm. avoir des éléments de design, c'est-à-dire tout ce qui va être l'apparence. Alors l'apparence globalement, c'est-à-dire les éléments graphiques, les éléments sonores, les décors, les personnages, voire même le dialogue, en fait, Mhm. les mots que vont prononcer les personnages, parce qu'on a cette possibilité-là ici. Et d'un autre côté, on va avoir les éléments de design qui vont être plus du game design, de la conception de jeu qui vont être des éléments de gameplay qui vont provoquer aussi du stress de l'attention. Ça peut être par exemple des timers, des nombres d'erreurs autorisées, des, une façon particulière de guider l'apprenant dans son expérience en lui disant d'aller à tel endroit puis à tel endroit le plus rapidement possible. Il y a pas mal de façons de Mhm. générer ça, mais c'est vraiment deux grands groupes. D'accord, d'accord. Alors, évidemment, c'est pas un sujet qu'on va aborder dans tous les cas. Maintenant, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, mais ne le faites pas à tous les moments. Parce que c'est un petit peu comme le comique de répétition. Ça fonctionne la première fois, ça fonctionne la deuxième fois, mais après ça fonctionne plus. Ici, c'est pareil pour tout ce qui est émotion forte. C'est des choses qu'il faut varier le plus possible. Donc, on va avoir plusieurs expériences. Imaginons un parcours de formation. Toutes les expériences ne doivent pas être reproduites comme celle-ci, sinon on va perdre en efficacité. C'est tout l'intérêt de varier les choix pédagogiques qu'on va aborder. Donc on a vu un certain nombre d'exemples dans le cadre de ces rendez-vous d'experts, celui-ci en est un.
Tout à fait. Et il va falloir aussi se dire qu'on veut rester dans une durée de temps qui est assez réduite. C'est-à-dire que Mhm. si on a une expérience qui est là pour durer 1 heure, il ne faut pas la visualiser comme une montée en stress d'1 heure, parce que sinon l'apprenant derrière son, son expérience, son ressenti sera pas vraiment optimal. Non, il faut vraiment visualiser ça comme une façon d'ancrer des messages clés Mhm. euh, de façon efficace, mais qu'il faut garder maîtrisé tout au long de la conception. Tout à fait. Alors il y a quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux vidéo, qu'on voit souvent dans la vraie vie, qu'on voit souvent dans des éléments dans lesquels les apprenants, alors ce ne sont pas des apprenants à ce moment-là, plutôt des joueurs, plutôt des personnes, lorsqu'elles mettent beaucoup d'investissement dans quelque chose, eh bien il y a souvent cette notion de perte. Euh, j'ai peur parce que je vais perdre une partie de ce sur quoi j'ai travaillé. Ça, c'est quelque chose qui, dans le cadre de la formation, est peu utilisé. Pourquoi? Et tu viens de le mentionner, Théo, c'est que justement, on a une durée de, de session d'expérience qui est plus courte que la plupart du temps. On va dire que si vous comparez un investissement d'un travail dans la vie de tous les jours, où vous avez travaillé sur un dossier pendant 40 heures, 80 heures, 200 heures, eh bien, la peur de perdre cet objet sera de toute façon beaucoup plus importante que ce que l'on peut créer sur 10 minutes. Pour autant, ce n'est pas ce qu'on est en train d'essayer de faire. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de rythmer notre expérience avec des concepts forts et impactants, mais ponctuellement. Je te propose, Théo, de tout de suite passer dans l'envers du décor, donc dans le scénario, et on a choisi aujourd'hui de travailler sur un scénario qui est un petit peu un scénario d'enquête ou un mélange entre de l'enquête et de l'escape game. Alors, le sujet qu'on a choisi en particulier ici, ça va être une situation de crise dans laquelle nous sommes en panique, il y a le feu dans le bâtiment. Mm, tout à fait, c'est quelque chose qui peut parler de toute façon à tout le monde et qui va pouvoir être traité du coup de façon assez rapide, qui va permettre derrière d'avoir des objectifs pédagogiques qui vont être clairs, c'est-à-dire appliquer les procédures, Mhm. prévenir les gens, etc., etc. Donc c'est vraiment Etc., quelque chose etc. qui se prête bien à... Tout à fait, tout à fait. Alors, première chose que je fais généralement, comme ici on est sur des scénarios qui n'ont qu'un seul scénario, je lance automatiquement le premier scénario, ça n'a pas de sens de ne pas l'avoir, le menu d'accueil n'a pas de sens. Il y a plein d'autres options sur lesquelles on pourrait jouer, mais ici on n'en a pas besoin. Donc on va aller tout de suite à l'intérieur et la première chose qu'on va faire Théo ensemble c'est que on va définir ce qui se passe dans nos scénarios d'un point de vue euh, grand angle en vision de haut. On va être dans un bureau Mhm. dans un open space et on va avoir un déclencheur qui fait que le scénario commence, il y a le feu dans le bâtiment. Il va y avoir ensuite plusieurs objectifs pour l'apprenant et ces objectifs c'est ceux que tu viens de mentionner. Il faut première chose sortir du bâtiment, il va falloir également informer les autres employés et il va également falloir appeler les secours. À cela, dans une vraie formation, on serait allé ajouter une deuxième couche de formation liée à chaque entreprise, potentiellement liée à des bonnes pratiques de gestion de crise. Et ici, on a voulu faire représenter ce schéma-là parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup dans des scénarios d'enquête. Euh, je dis par exemple que vous auriez peut-être la présence d'un PC sécurité, que les employés auraient des rôles particuliers, serre-fil, coupe-fil qu'on peut trouver dans beaucoup d'entreprises. On va pas représenter ça parce que c'est très spécifique. On va aller dans le choix de l'expérience, de ce que va vivre l'apprenant, et on va essayer de lui faire ancrer en mémoire. Donc pour ça, on a un certain nombre d'images. Mm. Je vais commencer par le mettre sur de post-it pour que les gens puissent suivre. Alors nos objectifs, ça va être de quitter le bâtiment, Prévenir les employés, ouais, informer les employés et... les secours. Alors tiens, ce que je suis en train de faire, ça rentre dans le cadre de notre méthode en 8 points. Alors aujourd'hui, c'est pas l'objet de vous détailler cette méthode, mais il se trouve qu'on va la suivre trait pour trait, donc on aura une bonne illustration de ce qu'est cette méthode. Toi Théo, je suppose que tu es très familier avec l'utilisation de cette méthodologie en 8 points. Tout à fait, tout à fait. Et on peut d'ailleurs, je ne sais pas comment euh, tu vas le faire, mais pour le coup, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple commencer à structurer le scénario directement en scène avant même de rentrer dedans. Je ne sais pas si tu C'est fonctionnes comme ça. exactement ce qu'on va faire d'ailleurs, Ah, bah, parfait.
On va faire un déclencheur dans une pièce de départ, et il va y avoir ensuite des pièces. Et ce qu'on va faire, c'est que là, c'est que je vais créer finalement mon scénario en scène, avec la scène principale, qui est au départ. Et pour qu'on puisse s'y retrouver, pour que notre audience puisse s'y retrouver, j'ai également été récupérer quelques images que l'on va pouvoir utiliser pour représenter notre scénario de départ. Je vais aller directement à l'intérieur. Et ma première scène, c'est en fait une scène en 360 degrés. C'est vraiment une bonne méthode de pré-préparer ces scénarios et que ça peut être déjà là, comme on vient de le voir avec les scènes, en structurant par scène et même à l'intérieur d'une scène. Si vous avez votre scène, vous connaissez votre point A et votre point B, la sortie de la scène et les différentes étapes clés par lesquelles doit passer l'apprenant. Il faut vraiment pas hésiter, à mon avis, de mettre directement ces blocs étapes clés, même si ces blocs c'est un quiz, un choix de phrase, etc. Quitte à les relier plus tard avec des blocs parlés, avec des blocs animation pour donner du rythme, parce que ça permet du coup de garder en tête quel est notre objectif, de garder en tête là où on veut aller et de pas se perdre en fait. Tout à fait. Et Alors, il se trouve que dans notre scène ici, on va avoir deux couloirs. J'ai préparé un peu le chemin que va avoir l'apprenant dans le bâtiment à l'avance en trouvant quelques images. Donc ça c'est déjà utilisé. Et j'ai un deuxième couloir ici. Ces couloirs vont nous permettre de leur faire rencontrer des personnes. On va le faire après, mais d'abord je vais avoir la structure générale de la navigation que l'apprenant peut avoir en fait dans le scénario. De ce couloir-là, il a accès à une cage d'escalier. Donc je vais aller copier-coller, changer simplement l'image qu'on va avoir à l'intérieur. Alors, ici, on a une première cage d'escalier, on en a une deuxième. Alors celle-ci, on peut aller directement vers l'escalier en feu. Voilà. Donc ça, ce sera finalement comme une impasse pour l'apprenant. On va voir ce qu'on fait après avec. De ce couloir-là, on a accès à deux autres pièces. On va avoir accès, alors j'ai déjà le décor, on va avoir déjà accès à un autre bureau et à également d'autres escaliers. Alors je vais passer par la cage d'escalier pour pouvoir passer d'abord. En fait, il y aura deux autres sorties ici. On va venir refaire la structure derrière. Je nomme mes scènes systématiquement parce qu'après, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est très facile de s'y retrouver à partir du moment où elles sont nommées. Donc ici, je viens rajouter mon deuxième escalier. En fait, c'est le seul escalier qui fonctionne. Et on a encore une pièce qui est un bureau, dans lequel on a une dernière personne qu'on aura potentiellement à sauver à l'intérieur. Donc un deuxième bureau. Et il reste une dernière chose que nous n'avons pas utilisée, qui est le fait de pouvoir aller à la fin. Alors il y aura plusieurs façons d'aller à la fin, on va en discuter tout de suite, Théo. Mais il y aura du voilà, coup. le plan initial, c'est de pouvoir Vas-y, sortir en fait du bâtiment. On va être dehors. Donc là, on est dehors. Voilà notre scénario en entier. Et d'ici, on va pouvoir aller à la fin. Ce qu'on va créer en fait dans le système qu'on a devant nous, c'est qu'on va pouvoir naviguer entre les différentes pièces. Donc concrètement, en réalité, ne serait-ce que de la pièce principale, on peut aller là ou là. Mais ça veut aussi dire que depuis chacun des couloirs, en fait, on peut revenir en arrière vers la pièce principale. Ouais, ce qui va être intéressant aussi, du coup, tu parlais de la fin. Il va y en avoir en effet une fin positive, sortir à l'extérieur, réussir sa mission, mais dans le stress, donc il y a des timers, il y a une mission à réussir, et du coup il y a aussi une possibilité d'échec. Et cette possibilité d'échec, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. On doit pas forcément être sûr que l'apprenant réussisse à 100%, quoi qu'il fasse, Oui. parce que le but du coup c'est d'ancrer déjà les objectifs pédagogiques. Et derrière, ça va permettre de donner de la rejouabilité à votre expérience, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs fins, s'il y a plusieurs façons de terminer l'expérience, l'apprenant, il va peut-être la première fois faire tous les choix optimaux pour du coup sortir le plus efficacement possible dans le minimum de temps en prévenant tout le monde. Et ensuite, il va se poser la question, ouais, mais si à ce moment-là, j'avais fait ce choix-là, qu'est-ce qui se serait passé
Et du coup, il va pouvoir relancer l'expérience, Mhm. retester, et derrière, ça va permettre du coup, que l'expérience soit jouée encore et encore, Mhm. et que du coup, votre mission soit remplie, Tout on ne à peut fait. plus. Alors, peut-être que tu peux m'aider ici, parce que toi, tu as l'expérience de créer ce genre de scénario. Il se trouve que depuis chaque pièce, on peut aller vers la pièce d'avant. Mhm. Et là, en fait, en termes de structure, vous voyez, ce que je viens de faire peut être amélioré parce que on, on a envie de pouvoir s'y retrouver. Et là, une bonne pratique, ça va systématiquement être de pouvoir utiliser en fait des blocs de reliés pour passer en arrière pour qu'on puisse y voir plus clair. Alors, je vais remettre en fait ce qu'il y avait auparavant pour qu'on revoie la structure générale. Voilà à peu près la structure générale. Alors, il y a encore celle-ci qui est devant nous. Ça, c'est ce qu'on a. Alors, je vais retirer les liens supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est la structure initiale, avec un deuxième couloir qui est ici. Donc c'est ce couloir-là qui vient là. Oui, Théo. Non, j'allais parler d'une autre façon de Mhm. se déplacer, pour le coup, qui était plutôt intéressante, mais Oui, qui a moins de sens ici, étant donné qu'on peut revenir que dans la pièce d'avant ou dans les pièces d'après. oui. Il y a pas mal de scénarios sur des systèmes d'enquête, pour le Mhm. coup, où on fonctionne avec des cartes interactives, c'est-à-dire qu'en bas à droite de votre écran, vous avez une carte, vous cliquez, la carte s'agrandit, vous avez un plan du lieu avec du coup les différentes pièces du lieu qui sont cliquables. Donc à chaque fois qu'on clique, en fait, ça permet de changer de scène et d'aller dans un autre lieu pour Mhm. visiter ce lieu pour le coup et interagir avec d'autres personnages ou rechercher de nouvelles informations, que sais-je. Ce qui est intéressant là au niveau de la structure du graphe dans ce genre de cas, c'est du coup d'utiliser les blocs variables et plus particulièrement le bloc condition et de faire une espèce de hub, de point central qui Tout est un à fait. gros bloc condition avec tous les lieux en fait qui sont Mhm. listés et toutes les sorties de chacun des lieux vont dans ce bloc condition et qui les redistribue ensuite dans la prochaine destination. Mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup moins ici. Mhm. Ça pourrait fonctionner pour le coup, mais Oui. on perdrait en énergie pour quelque chose qui pourrait être plus efficace. Et faire ça proprement avec des blocs reliés Mhm. comme ce que tu évoquais il y a quelques minutes, c'est bien meilleur ici. Tout à fait, tout à fait. En fait, on Dans va, tous les cas, ah, oui, vas-y, vas-y. vas-y. Alors, on va créer ici une structure qui est simple à chaque fois qu'on va avoir un retour en arrière, plutôt que de déplacer les blocs, parce qu'on veut toujours que la structure initiale qu'on a devant nous ici soit visible. On veut pouvoir revenir en arrière, voilà, de cette façon-là à peu près, pour qu'on puisse voir que d'ici, je ne peux revenir que là, mais en ayant toujours en vue que voici le chemin idéal finalement de mon scénario. Le chemin idéal Mm. à peu de choses près. Donc je vais aller le faire pour les Et autres. cette pratique avec les blocs reliés, il faut vraiment pas la garder en tête que pour les blocs scènes, c'est-à-dire que pour tous les blocs Mhm. dans tout VTS Editor où il y a des retours en arrière qui sont à prévoir, c'est vraiment une bonne pratique de mettre en place ces espèces de petits ponts qu'on va connecter du coup au bloc. Tout simplement parce que même si vous comprenez votre graphe à la relecture, si vous revenez une semaine ou 2 semaines, vous allez avoir plein de fils qui s'entrecroisent, Mhm. qui reviennent, qui coupent des blocs. Ça va être vraiment compliqué et je parle même pas du fait d'une personne tierce qui pourrait derrière consulter votre graphe pour l'améliorer ou donner son avis. Ce serait vraiment beaucoup moins lisible. Tout à fait. Avec cette pratique ici, au moins on est sûr que ce soit clair pour tout le monde. Ouais. Alors même si ici, on a quand même pas mal de voyages en fait qu'on va pouvoir faire. Et tout l'idée de ce scénario en fait ici, ça va être de s'organiser de façon à ce qu'on puisse retourner en arrière. Vous voyez que là déjà, j'ai essayé de faire en sorte que les blocs reliés ne se recroisent pas les uns avec les autres. Et il y a des moments, ça va pas être possible. Par exemple ici, je dois retourner en arrière pour aller ici. Il faut que je crée un système supplémentaire. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer au travers finalement de ce que j'ai créé. Je viens dupliquer ici ça, et ça vient en arrière ici. Celui-ci, je vais pouvoir y arriver par en bas également. Finalement, on aura des petites séquences par deux comme ça à chaque fois. Alors, on n'a pas encore vu un système que mentionnait Théo, euh, qui est de pouvoir utiliser des variables euh, et de nommer chaque scène avec une variable pour pouvoir comment dire, se naviguer librement dans toutes les scènes. C'est quelque chose qu'on fera potentiellement dans un autre rendez-vous d'experts. Ici, je m'assure juste qu'on puisse naviguer de pièce en pièce et on va venir rajouter les deux dernières puisqu'il manque que celle-ci et celle-ci pour revenir en arrière.
et les deux pourront techniquement utiliser les mêmes concepts. Je peux ajouter des sorties supplémentaires, pouvoir revenir en arrière. Même s'il y a quelques croisements, ça reste quand même Ouais. relativement lisible. L'idée, c'est que je veux qu'on puisse toujours visualiser le chemin du graphe et qu'ensuite les blocs reliés sont là simplement pour me permettre de naviguer en réalité. Ils ne sont pas absolument vitaux, mais si je les enlève, ça devient un graphe qui est complètement illisible. Alors pour ceux qui nous rejoignent ici, sachez que tous ces blocs reliés ne font rien à part nous permettre de retourner en arrière sans avoir à déplacer complètement mon graphe. Alors, maintenant qu'on est là, on peut définir ensemble, en suivant tout simplement la méthode qu'on a nous, ce qui va se passer en fait dans chacune des scènes. Alors, moi ce que j'aime bien faire juste avant ça, c'est de définir les personnages que l'on va avoir dans l'ensemble du scénario. Et ici, Ouais, les définira. Quitte à en rajouter après c'est ça. si on se retrouve dans une situation où on aura besoin d'un de plus, mais partir avec déjà des personnages, tout simplement pour pouvoir les placer dans les scènes et pas à chaque fois qu'on va rouvrir la scène, aller dans le casting et recréer un personnage, le replacer dans la scène, se préparer directement les personnages qu'on pense être utiles dans notre expérience. Tout C'est à fait, plutôt tout à utile, fait. ça fait un sacré gain de temps. L'idée ici, c'est à la fois de gagner du temps physiquement et en plus de ça, d'avoir une idée de où on veut aller pour que la réalisation ensuite ne soit pas, comment dire, freinée, qu'elle soit accélérée en fonction de ce qu'on a prévu. Alors, comment je vais faire? Je vais aller dans le casting directement. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'avoir à minima 4 personnages en plus de l'apprenant. Je vais avoir par exemple le manager voilà, on va dire, je vais l'appeler le boss. Je peux également avoir des employés autres. Alors, je vais prendre d'autres personnages divers et variés qu'on connaît forcément tous. Je vais essayer de varier les personnages. Voilà, ça c'est pas mal. 4 personnages, donc je veux dire que ce sont des employés. Bon, je vais les appeler au singulier. Et j'ai un personnage en plus un peu particulier que je vais définir comme étant le PC sécurité parce que ça va être un personnage important dans ce qu'on a réalisé. Il va nous apporter quelques idées en plus. Alors, maintenant que j'ai mes personnages, je vais aller pouvoir les positionner dans les différentes scènes. Ici, le premier personnage que je vais vouloir positionner, je vais le mettre au début dans la scène principale. Je vais aller tout simplement le mettre. Alors, j'avais créé un emplacement ici. Voilà, je vais mettre mon boss dans cette pièce-là. Ce que je vais ensuite avoir, sans compléter à l'intérieur de la scène, c'est que je sais que dans les couloirs, potentiellement, je peux en croiser. J'ai encore 4 personnages à mettre. Ça va être, j'ai 4 scènes. Donc, dans les escaliers en feu, il n'y aura personne. Il me reste 5 scènes. Potentiellement, je vais avoir quelqu'un. Alors ici, c'est un bureau. Je vais avoir quelqu'un dans le bureau ici, que je vais venir rajouter tout simplement ici, mon employé. Pardon. Dans la cage d'escalier, je n'aurai personne. Je peux encore trouver des gens dans les couloirs. Je vais rajouter des personnes dans les couloirs. Et du coup, tu parlais du PC sécurité, c'est un personnage qui va communiquer avec l'apprenant au fur et à mesure de l'histoire ou Alors, ici, est-ce que pas c'est un personnage particulièrement. invisible? Ça va être un personnage qui va être présent et il a simplement un rôle Mhm. un peu particulier qui est de comment dire, de nous transmettre une information. C'est un personnage qui va véhiculer un savoir ici, plus que il a pas il a une différence dans le rapport qu'il va avoir avec le personnage joueur. Maintenant, il n'a pas de rôle de coach, par exemple. J'ai décidé Mm. qu'ici, dans le scénario, on n'allait pas avoir comment dire, un, quelqu'un qui va nous suivre tout du long du scénario. Donc j'ai un personnage ici, un personnage ici, un personnage ici, un personnage ici. Je pourrais rajouter quelqu'un dans la cage d'escalier, mais je me dis que ça peut être parfois intéressant de n'avoir personne dans les scènes. Ça peut créer un peu de suspense également. Donc je me dis pourquoi pas rajouter un personnage
supplémentaire dans cette scène. Donc, je vais aller tout de suite éditer le décor pour rajouter un deuxième emplacement. Comme nous sommes dans un décor en 360 degrés qui a été créé pour ce besoin-là, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, on a un personnage qui va être ici. Alors peut-être un peu plus près, un peu plus haut aussi. Voilà. Pour éviter les impressions de flottement dans ce genre de scène où on va avoir du coup un personnage qu'on va placer sur un décor. Là, c'est pas trop le cas vu que c'est un vrai décor en 3D, mais pour le coup, sur les photos, par exemple, n'hésitez Ouais, pas à jouer avec la lumière dans le configurateur de décor pour du tout coup à fait. donner au personnage la même lumière qu'il y a sur la photo. Ça rendra les choses beaucoup plus réalistes et ça rendra un bien meilleur effet du coup sur ces phases où on place le personnage pour lui trouver le bon angle, la bonne taille, la bonne orientation pour qu'il Mhm, ait l'air le plus naturellement possible sur les décors photos. tout à fait. Alors alors, justement, je fais une petite pause technique. Voilà. Je vais m'assurer que on a bien les questions posées. En effet. Alors, mhm. Alors pour ceux qui posent la question, est-ce que les scénarios qu'on est en train de réaliser vont se retrouver sur notre site? La réponse est oui. On est en train de créer une page à cet effet et on va fournir l'ensemble des scénarios qui ont été développés pendant tous les rendez-vous d'experts. Voilà, une autre question. Alors, pour mettre le personnage Euh, derrière la table, il aurait fallu faire une découpe du scénario, alors pas du scénario, du décor ici, de l'image qu'on a ici. Euh, on peut le faire, hein, ça nécessiterait d'utiliser un logiciel de retouche d'image pour découper l'image en retirant la table pour la mettre au premier plan. Mais c'est tout à fait possible de rajouter ce concept-là parce qu'on a un premier plan dans les fonctionnalités du configurateur de décor. En fait, les décors, ils sont vraiment structurés comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le premier plan et il y a l'arrière-plan, sauf décor spécifique parfois. Mhm. Et il suffit en fait de découper, enfin de prendre l'image, de la mettre sur un logiciel de retouche et de découper l'élément qu'on veut faire passer au premier plan pour être vraiment sûr que du coup il est parfaitement aligné avec l'élément qui est en dessous. Et ensuite mettre le personnage situé entre le premier plan et l'arrière-plan. Et du coup, ça permet d'avoir un effet de faire passer derrière la table. Et comme il y a de la transparence, même si on le fait passer derrière la table, si on fait par exemple la découpe de cette table qu'on voit à l'écran et qu'on découpe bien les pieds, on va pouvoir voir les jambes du personnage qui passe derrière de façon réaliste, sans problème. Ça nécessite juste un travail qui n'était pas hyper pertinent à faire ici pour le coup. Exactement. Mais on pourrait le faire pour montrer voilà, quelle possibilité on a. Ici, pour terminer le scénario, maintenant, il va nous rester plusieurs choses à faire. La première, c'est de faire en sorte que la navigation soit possible. Parce que là, on a créé la structure, donc on sait où on va, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et pour que vous puissiez, vous, auditeurs de ce rendez-vous d'experts, utiliser ce scénario, il reste à faire que on puisse avoir, par exemple, des interactions avec l'écran pour pouvoir naviguer de scène en scène et éventuellement à chaque fois parler avec le personnage. Ici, comme je disais, c'est pas une formation complète qu'on va réaliser, c'est simplement un petit bout. Et on va venir intégrer ensuite des petits éléments pour venir créer cette notion de, euh, de suspense ou de tension pour l'apprenant. Donc tout va commencer en réalité dans la scène principale. Et ici, je vais créer déjà deux éléments avec lesquels on va pouvoir interagir directement dans le décor. Comme on est dans un décor 360, je vais devoir créer des emplacements de médias pour pouvoir cliquer. Par exemple ici, on voit qu'il y a un couloir de ce côté-là. Je vais vouloir interagir avec. Et même chose de l'autre côté, je vais avoir un autre couloir. Donc je vais aller éditer le décor pour le faire. Et je vois déjà que mon personnage est devant. Donc une bonne pratique, c'est voilà, d'écarter le personnage pour qu'il ne soit plus devant l'emplacement que je vais vouloir rendre interactif. Je vais créer un média. Alors, ce média pour le moment il est sur le côté. Alors, voilà, je le déplace Sur, aussi. sur une scène non 360, du coup, on aurait utilisé le bloc zone cliquable, un des blocs verts qu'on peut retrouver.
Là, pour le coup, on utilise le click média parce que sur une zone 360, comme on va le voir, parce qu'on va sûrement l'utiliser dans pas trop longtemps, le bloc zone cliquable, en fait, il va suivre le regard du joueur. Donc, en fait, il va être utile pour créer des interfaces, par exemple. Si on veut mettre, du coup, par exemple, un timer dans une zone cliquable qui reste ancré en haut à gauche de l'écran, peu importe ce que fait l'apprenant, ça va être utile d'utiliser le bloc zone cliquable ici. Mais par contre, si on veut quelque chose de fixe dans le décor, qui ne se déplace pas, qui reste là et du coup qui reste quand même cliquable, une des techniques utilisées, c'est d'utiliser du coup les emplacements de médias avec le configurateur de décor et derrière un autre bloc vert qui s'appelle click média et qui va permettre d'avoir du coup une sortie Tout à fait, qui se tout à fait. déclenche en fonction d'un clic. C'est exactement ce qu'on va faire là. Je suis en train de positionner simplement les médias avec lesquels on va interagir. Voilà, on a créé M1 et M2 qui sont deux médias de notre décor. Et on va venir ensuite utiliser le bloc click média à l'intérieur pour rendre interactifs ces deux blocs. Donc on a deux personnages dans notre scène et deux blocs d'interaction qui sont les blocs enfin, de médias avec lesquels on va pouvoir interagir. Et je vais interagir avec en utilisant le bloc click média. Alors on va pouvoir l'utiliser de deux façons. Et moi ici, ce qui va m'intéresser, c'est de rendre les deux cliquables, M1 et M2, les uns derrière les autres en réalité, et de faire en sorte que l'un nous amène au couloir par là-bas, et l'autre, alors je vais les inverser, non c'est bon, ça fonctionne très bien comme ça. Donc là, le concept général de ce que je viens de faire, c'est que on peut cliquer sur les blocs, sur les médias du décor, et on va venir dans les scènes suivantes. Donc ça c'est juste pour la navigation, et je vais venir le faire en réalité dans les autres scènes. Dans les scènes ce sera plus simple puisque on ne peut que soit aller plus loin, donc dans la scène suivante, soit retourner en arrière. Et je vais vous montrer comment on va réaliser ça dans une scène en 2 dimensions. C'est encore une fois l'interface du webinaire qui me passe devant l'écran. Alors ici, ce qui va m'intéresser potentiellement, c'est de déplacer finalement le personnage pour que de la même façon, il ne vienne pas cacher la vue. Et ce que je vais créer, en fait, je vais le créer avec des zones cliquables directement. Donc potentiellement, on va pouvoir aller plus loin ici, et on va pouvoir aller, alors plus loin ici, c'est l'escalier. Donc je vais créer une zone. Pour le coup, ici, je le fais de façon prototypale, et je trouve que c'est très intéressant de le faire directement comme ça, pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir relier la zone cliquable que je viens de créer avec les escaliers en feu, et je vais rajouter un petit élément pour qu'on le sache, c'est que je vais créer, alors non pas ici, mais dans la couleur de la zone au survol, un léger effet d'opacité. Donc là, si je passe ma souris, on voit qu'on peut cliquer dessus. Ça c'est au choix pour le coup. Il y a plusieurs façons de rendre ces zones cliquables apparentes. Le fait d'augmenter l'opacité au survol, ça fonctionne très bien. Sinon, naturellement, les zones cliquables, on peut voir sur le côté, sur le petit panneau paramètres là, que le quatrième bouton on-off, c'est curseur au survol, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on va passer la souris sur un élément cliquable, Tout à fait, hein, c'est le pointeur va devenir la petite main du coup et va montrer que cet élément est cliquable. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins apparent que une opacité qui augmente. C'est à jauger. moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est marqueur comme ça, on a un autre bouton présent à l'écran avec lequel on va pouvoir interagir. Maintenant, ces éléments-là, je veux pas qu'ils m'empêchent d'interagir avec le personnage. Donc je vais pouvoir avoir le personnage qui me dit quelque chose juste après, sans problème. Et éventuellement à la fin, il va attendre. On va avoir quelque chose comme ça dans à peu près toutes les scènes ici, pour que le personnage me dise quelque chose.
Ce bloc attendre à l'infini qu'on retrouve un petit peu partout et qu'on a retrouvé pour le coup dans le bloc click média juste avant, c'est vraiment dans l'idée que VTS Editor, ça fonctionne avec ce fil d'Ariane ici pour ceux qui manipulent pas encore énormément l'outil. Et du coup, dès qu'on va avoir une sortie rouge, en fait, dès que la lecture va arriver jusqu'à cette sortie rouge, c'est-à-dire que le programme va considérer que l'expérience est terminée, en fait, c'est la fin. Et du coup, on utilise ce bloc attendre à l'infini qui en fait ne fait rien, juste il bloque l'expérience pour permettre du coup d'avoir des interactions avec le décor, d'avoir une recherche, une fouille si jamais on a des éléments cachés, etc. Sinon, bah, en fait, le personnage aurait dit qu'est-ce qu'on fait et l'expérience se serait arrêtée. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, je l'ai créé ici, je l'ai créé ici, je vais venir le refaire. Alors dans cette pièce-là, ce sera un peu particulier parce que la seule option, ce sera de revenir en arrière. Dans cette pièce-là, on va retrouver en revanche la même chose qu'on va avoir ici. Donc je vais aller en fait simplement copier ce bloc-là et venir le positionner rapidement ici. Donc l'escalier arrive ici, revenir en arrière vient ici. Je vais juste modifier visuellement à quoi on fait référence. Donc là, c'est pareil. Mon personnage, ce qui va m'intéresser, c'est que là, il bloque la vue. Je vais le positionner sur le côté, pas qu'il nous gêne, puisqu'on veut toujours pouvoir naviguer. Alors, on est dans un couloir. On va continuer. Attends. Je crois qu'ici, on va arriver dans la cage d'escalier. Oui, c'est ça. Donc, je vais mettre ma zone en plein milieu. Peut-être un peu plus petite. Voilà. Et même chose, ici, on va avoir un personnage qui nous parle. Pour le coup, les vidéos des rendez-vous d'experts sont disponibles sur notre chaîne YouTube Serious Factory. C'est pour répondre à la question, la dernière question posée. Au point. Voilà, d'urgence. Comme ça. Donc la même chose, je vais attendre pour créer des interactivités. Il y a pareil une petite discussion ici sur ce qui vient d'être fait. Le bloc parler, vous voyez qu'il apparaît après le bloc zone cliquable, c'est-à-dire que donc les zones sont rendues cliquables avant que le personnage commence à prononcer ces mots, c'est-à-dire que l'apprenant va pouvoir du coup cliquer même pendant que le personnage parle. Oui. Si le message est vraiment essentiel, que vous voulez être sûr du coup que l'apprenant l'entende en entier, vous pouvez mettre ce bloc parler ici, là, juste là. Mais par contre, l'avantage de le mettre ici, c'est que si vous avez une navigation qui doit être extrêmement fluide et extrêmement rapide pour l'apprenant, c'est intéressant de le mettre après l'interaction par la zone cliquable, parce que c'est-à-dire que si on a un apprenant qui connaît l'expérience, qui l'a refait, ou même qui veut juste aller vite, en fait, à chaque fois qu'il va rentrer dans la scène, il va avoir cette phrase du PC sécurité qui va lui dire attention, avez-vous bien, je vois pas la fin, mais attention, avez-vous bien signalé à tous de donner rendez-vous au point d'urgence. Donc pareil, en fait, les deux possibilités ont leur intérêt. Soit on choisit la facilité de navigation et on fait comme ce que vient de faire Nicolas à l'écran, soit on choisit le fait que la phrase doit être entendue à chaque fois qu'on rentre jusqu'au bout dans le tout à fait dans l'expérience, et dans ce cas on la met avant la zone cliquable. Tout à fait. C'est deux possibilités qui se valent. Alors, je vais pas reproduire exactement tout ce schéma partout. Je voudrais me cantonner sur les quelques éléments qu'on a mentionnés précédemment, donc qui vont créer et être générateurs de suspense. Le premier élément va se passer dans la scène principale. C'est cette notion de temps finalement. On commence la scène et au début on ne sait pas ce qu'on peut faire, il ne se passe rien. Ça peut être intéressant d'avoir ne serait-ce qu'une brève introduction par un personnage. Alors qu'as-tu pensé de notre dernière réunion? Et là, on aurait un déclencheur qui dirait attention, il y a l'alarme. Ce qu'il va falloir rajouter ici, ça va être un son d'alarme, ça va être du visuel,
une espèce de, par exemple, un clignotement rouge indiquant qu'il y a une alarme qui sonne. Et ça, on peut le faire directement dans cette scène-là avec une zone cliquable. C'est là la différence qu'il y a, qui est fondamentale entre une zone cliquable et un bloc click média. Vous allez voir tout de suite. Parce que ce que je vais créer en zone cliquable ici, alors je veux une zone cliquable, non cliquable cette fois. Je la veux rouge. Je la veux une opacité relativement faible. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, je peux la mettre sur tout l'écran. Alors je vais commencer par la droite, ici, et je vais remonter jusqu'en haut. Et là, comme j'occupe tout l'espace de l'écran, pour l'apprenant, c'est comme si l'intégralité de ce qu'il voit est sujet à ce clignotement rouge. Je mets une animation. Malgré le fait qu'on soit en 360 pour le coup. Exactement, ouais. C'est ça c'est une astuce qui est assez intéressante. Donc là, ça apparaît en 0,3 secondes. Et si je le fais tout de suite disparaître, alors plutôt que de le faire disparaître, je vais jouer ici avec quelque chose qui est intéressant, c'est que je vais jouer avec l'opacité de l'élément. Il est passé à 0. De façon à ce que ça apparaisse, ça disparaisse, mais que la zone soit toujours présente à l'écran techniquement pour VTS. Ça viendra être intéressant à partir du moment où vous allez avoir d'autres éléments en zone cliquable qui vont apparaître par-dessus. Parce que si vous avez déjà manipulé un petit peu les zones cliquables, vous savez que si une zone cliquable disparaît et qu'elle réapparaît, elle va réapparaître en haut de la pile des calques des zones cliquables. Et c'est ici quelque chose qui nous intéresse, sur lequel on doit être vigilant. Donc là, je vais juste vous jouer ce que je viens de réaliser. Alors, on a un personnage qui nous parle. Et une fois qu'il aura fini de parler, on va avoir un clignotement rouge. Alors, il est peut-être un peu court cette fois, parce que là ensuite on est en train d'attendre, et on le voit avec la main, on peut cliquer à gauche comme à droite. Donc je vais venir allonger un petit peu cette durée. Alors potentiellement c'est pas forcément la durée qui est trop courte, mais l'opacité qui est trop faible. Donc je l'augmente un peu, et on va venir le rejouer pour tester. Alors ça, je vous invite à le faire quand vous êtes en conception, c'est de systématiquement tester votre expérience. Encore un petit peu court, donc à mon avis là, c'est vraiment une question de durée de clignotement. Pour ceux qui ont la vidéo, sachez que, enfin qui sont dans l'audience aujourd'hui, potentiellement votre vidéo n'est pas à 100% fluide, sachez que ça l'est chez moi, et que lorsqu'on mettra les vidéos sur YouTube, elles le seront également. Tout à fait, et là je vais augmenter légèrement la durée de l'animation. Donc ça c'est visuellement, on va avoir un clignotement. Ce qui peut être intéressant, c'est de l'avoir en fait périodiquement ensuite, alors qu'on est en train d'attendre. Donc je vais remplacer en fait ce schéma-là par quelque chose comme ça. Pour que ça boucle. Voilà. Et là on a quelque chose qui tourne en rond, et toutes les 2 secondes on va avoir un clignotement qui dure lui-même 1 seconde, donc toutes les 3 secondes on va avoir un début de clignotement. Donc là on peut le Mais rejouer. qui a exactement la même fonction que le bloc attendre pour le coup, parce que vu qu'il boucle sur lui-même, il n'en ressortira jamais, quoi. Et ça va permettre de laisser le temps à l'apprenant d'aller cliquer sur une des zones clic média qui sont disponibles pour se rendre dans une autre pièce. Ah, attends, j'ai peut-être fait une erreur. Tac, tac, tac. T'es en la sortie. Ah non, ça m'a l'air bien. 0,5. Je vais m'assurer que ce soit comme ça. Mais c'est potentiellement ça qui était. Oui, je pense qu'on le voyait juste pas apparaître et pas disparaître parce que l'animation ne se jouait tout simplement pas. Voilà. Voilà, là on peut pour le tester. Donc ça c'est visuellement, on a un premier élément qui va, voilà, tu vois que là c'est plus long, c'est l'animation en effet qui était systématique. Donc là toutes les 2 secondes on a un clignotement. Qu'on peut ajuster dans la durée en augmentant la durée du bloc attendre qu'on a positionné. Mais là on a toujours du coup le clignotement. Le personnage pourrait nous parler, on pourrait créer des interactions dessus. On va choisir de ne pas le faire ici parce qu'on va ajouter d'autres éléments au suspense. Alors, on a dit pourquoi le suspense était important, c'est pour faire retenir l'émotion. Et un élément qui est important ici, ça va être le son. On a une d'ambiance qu'on a préparée pour ce scénario-là. Alors, vous n'allez pas l'entendre parce que vous n'avez pas le son de ce qu'on réalise avec nous. Mais sachez que pour un apprenant, le son, c'est vraiment quelque chose de très important.
Avec VTS Editor, du coup, il y a deux types de sons, c'est-à-dire qu'il y a le son d'ambiance, c'est un son qui va se jouer en fond, en continu en fait, et le graphe va continuer, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir les personnages qui vont parler dessus. Donc c'est un son qui va être utilisé du coup pour principalement mettre de la musique ou mettre des ambiances sonores dans des lieux, c'est ce qui peut être aussi intéressant si vraiment vous voulez pousser le réalisme. Il y a pas mal de banques de sons gratuites sur Internet. Vous pouvez récupérer des bruits de gare, des bruits d'hôpital, Mhm. etc., qui permettent du coup de donner plus de réalisme à votre expérience. Et derrière, si on ne coche pas ce petit bouton on-off son ambiance qui est en haut à gauche de votre bloc, vous avez des sons qu'on va nous appeler ponctuels, c'est-à-dire que ça va être des sons qui vont se jouer à un certain moment et qui vont pas tourner en boucle en fait. Donc ça va être par exemple un téléphone qui sonne, etc. C'est des sons que vous allez utiliser pour rythmer votre scénario. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que le son ici, il a une petite boucle infinie, c'est-à-dire que bah, une fois que la musique est terminée, elle recommence. Mhm. Si vous faites la même chose avec un bruit de téléphone, ça risque de devenir un peu plus compliqué. Tout à fait. Du coup, vraiment, il faut séparer ces deux trucs et surtout, c'est deux pistes audio différentes. C'est-à-dire que si vous avez un son d'ambiance, une musique, ça ne vous empêche pas de mettre par-dessus d'autres bruits. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, du coup, on a un son d'ambiance qui apparaît, et puis une fois que le personnage a dit sa phrase, on a un clignotement qui commence. Donc on a l'alarme en fait qui retentit. Ce qui va être intéressant pour générer un peu de stress auprès de l'apprenant, ça va être d'utiliser le temps qui passe. Alors ici, l'élément le plus fréquent à utiliser, c'est un compte à rebours. Il se trouve que dans cette scène-là, on a un compte à rebours qu'on peut définir en mettant une durée, et ça va générer auprès de l'apprenant une forme de tension parce que ce compte à rebours, on peut l'afficher. Si évidemment on n'affiche pas le compte à rebours, pour l'apprenant, il n'est pas au Mm. courant qu'il y a un compte à rebours. Donc on va l'afficher, on va l'afficher de haut en bas, c'est-à-dire que il y a deux façons de voir un compte à rebours, soit en ayant une durée croissante qui est affichée, soit en ayant une durée décroissante qui est affichée. Et là, on va le faire de façon décroissante, et on va lui donner par exemple 5 minutes pour sortir du, du bâtiment. Alors vous voyez qu'il y a deux sorties à notre bloc compte à rebours. La première, en fait, continue, elle lance le compte à rebours. Donc si je vous le lance, vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. Là, je viens de créer 5 minutes. Donc on a notre personnage qui nous parle sur le côté ici. Et ensuite là, paf, on a 5 minutes. On pourrait avoir le personnage qui nous dit vite, 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 nous devons sortir. Ça va être aussi un des éléments marqueurs. Et on a le son d'ambiance qui se lance également. Mais que se passe-t-il au bout Ça de... va être un... Tout à fait, Théo, je t'ai pas entendu. Non, 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 j'allais dire, ça va être un bloc qui est générique pour le coup. Donc un bloc compte à rebours, il va toujours avoir cette forme-là, ce petit rond noir situé en haut à droite de votre écran quand vous jouez l'expérience. Après, pour ceux qui manipulent l'outil depuis plus longtemps, il y a la possibilité Mhm. aussi de faire des comptes à rebours avec des variables et des zones cliquables pour leur donner une forme spécifique Tout à fait. et, euh, et plus visuelle parfois si on cherche à avoir quelque chose de plus impactant. Mhm. Tout à fait. Alors, il y aura, on aura l'occasion d'étudier ce concept-là de manipulation du temps dans un autre rendez-vous d'experts où on le verra en détail. Ici, je te propose, Théo, d'expliquer un petit peu le concept qu'il y a derrière ce compte à rebours. On va l'utiliser tel quel, donc on aura 5 minutes, et au bout de 5 minutes, ça va s'arrêter. Mm. Pour autant, si je suis dans cette scène, il y a deux sorties. La première sortie fait la suite du scénario, donc on continue avec ses occupations pendant jusqu'à 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, ça s'arrête et on sort par cette sortie-là. Et donc, on arrive, j'ai rajouté directement une sortie pour y aller. Vous allez le voir au niveau du scénario, j'ai créé une sortie supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on va venir en fait rajouter dans toutes les scènes de façon à ce que euh, on, euh, on puisse aller facilement jusqu'à une scène finale qui correspond à il n'y a plus de temps pour réaliser ce scénario. Et en fait, je pourrais techniquement la rajouter partout. Ici, je vais choisir de oui, oui Théo. Je crois que c'est même pas utile si Mhm. tu le coupes pas. Ouais, C'est-à-dire que en fait, le bloc compte à rebours, il a deux sorties. La première sortie, si elle se déclenche tout à fait. automatiquement et ça lance le compte à rebours et le graphe se déroule euh, bah, comme si de rien n'était, juste il y a un timer en haut à droite. Et une fois que ce timer est atteint, il sort par la deuxième sortie, Tout à fait. peu Peu importe importe où on est, oui.
peu Oui. importe où il est en fait. Mm. Si on n'a pas utilisé un bloc arrêter le compte à rebours, Mhm. il prend le pas sur vraiment tous les autres blocs de VTS Editor. Si vous êtes au milieu d'un quiz, si vous êtes au milieu d'une vidéo, si vous êtes au milieu d'une animation ou d'un dialogue, le bloc compte à rebours, si le timer est atteint, il sort par la deuxième sortie. Même si vous êtes dans une autre scène, si je me trompe pas. C'est vraiment quitter, Oui, oui, c'est quitter le ça, scénario qui va faire arrêter le bloc. Ce qui tout à va nous fait. permettre ici que ce soit beaucoup plus facile pour nous, c'est-à-dire qu'on a besoin que de créer une seule scène, fin du scénario par dépassement du temps. Parce que justement, ce timer qui est déclenché dans la toute première scène du scénario, il est partout. Tout à fait. Il est partout. Alors ici, on pourrait penser à quelques optimisations techniques, qui est le fait que si on est dans cette scène par exemple de l'escalier en train de sortir et que le compte à rebours se termine, on peut avoir entre guillemets perdu ce temps-là. Et c'est ça qui va être générateur de stress auprès de notre apprenant, c'est que il sait qu'il peut perdre, qu'il va avoir un certain temps pour terminer. Et dans ce cas-là, par exemple, s'il est dans n'importe quelle scène ici, par exemple, ce que va faire le scénario, c'est qu'il va s'arrêter, repartir dans cette scène-là pour terminer finalement, pour reboucler ici. Donc j'avais pensé moi à une optimisation possible qui est de rajouter un compte à rebours dans chacune des scènes, de façon à ce qu'on n'ait pas un loading de scènes supplémentaires. Tout à fait, c'est Là, plus propre. c'est envisageable, je vais pas le faire ici pour des questions de temps. Il y a un dernier élément qu'on aurait voulu intégrer ici, qui peut être intéressant à illustrer dans ce type d'éléments, c'est que on a créé, donc là je vous le rejoue, un système dans lequel on a des clignotements visuels qui viennent créer qui est un générateur de stress auprès de l'apprenant. Alors ceux-là, il faudra les utiliser avec parcimonie. Là, quand ça débute, ça peut être intéressant qu'ils soient comme ça. Dans les autres scènes, on va les réduire un petit peu pour pas que ça prenne le pas sur l'expérience utilisateur. On a la musique d'ambiance qu'on a rajoutée, que vous n'entendez pas, mais qui pour moi ici est présente. Et il y a un autre élément qu'on va vouloir ajouter, sur lequel on va pouvoir jouer, qui va être des indicateurs de réussite progressive de l'apprenant. Donc là, ce à quoi j'avais pensé moi, c'est d'ajouter visuellement un indicateur de feu à l'écran. Je vais vous montrer tout de suite comment ça peut se créer. Alors, je vais venir l'ajouter exactement au même moment que je crée Mm. mon compte à rebours. Tu peux même l'ajouter juste après pour récupérer Ah oui, je peux l'ajouter le. ici par exemple. Ouais, comme ça, tu vas pouvoir récupérer la variable, comment ça Le s'appelle? compte à rebours. Underscore time, Oui, je crois. et tu as, Je sais plus, mais c'est underscore countdown. Oui, c'est ça que j'avais prévu d'ailleurs. J'allais le modifier derrière, puisque c'est pas exactement l'idéal ce qu'on avait fait avant. Donc là, je vais venir le créer ici, et en fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir utiliser ici un pictogramme, une icône de feu, et ce qu'on veut faire avec elle, c'est qu'elle apparaisse, mais qu'elle ne soit complète que lorsque le compte à rebours est terminé. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'une partie s'afficher. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, il va y avoir une deuxième image qu'on va venir superposer. Donc là, vous voyez, j'ai créé une copie de mon image et je vais la créer grise. Pour la faire grise, alors aucune des données cliquables, ce que je vais venir faire, c'est que je vais modifier la teinte du média, la mettre en noir et blanc. Alors voilà, donc là elle est grise, elle est noire. Et deuxième chose sur laquelle on va vouloir jouer, c'est sur le taux de remplissage. Alors, je vais juste ajouter une modification. Pourquoi est-ce que à mon avis, ah, j'ai potentiellement modifié quelque chose dans mes variables. Euh, Oui, j'étais pas en mode expert dans les variables, c'est pour ça que je ne voyais pas l'option que je cherchais. Voilà, je vais venir refaire la modification que j'avais prévue. Et là, vous voyez ce qui est apparu, c'est que mon taux de remplissage, j'ai trois options. Et l'option qui va m'intéresser ici, c'est de l'avoir de haut en bas. Donc mon taux de remplissage ici aille de haut en bas. Dernière chose qui m'intéresse, c'est de récupérer la variable qui correspond au compte à rebours. Et là, vous ne savez pas forcément que c'est possible, mais vous avez tout à fait la possibilité de manipuler le temps tel qu'il est ici. Et ce qui m'intéressait ici, c'est que la flamme soit visible à 100%, donc pas grise, mais le contraire, seulement
si mon compte à rebours est à 100% écoulé. Il se trouve que le compte à rebours, pour VTS Editor, c'est quelque chose qui monte de façon croissante. Donc il va de 0 à 5 minutes. Donc ici, pour ce qui nous intéresse, 5 minutes, c'est 300 secondes. À 300 secondes, on veut que cet élément-là soit totalement invisible. Donc, ce qu'il va nous falloir en termes de remplissage, c'est qu'on ait 300 moins countdown qui soit utilisé. Cependant, vous voyez que le taux de remplissage est entre 0 et 1. Donc il faut que ça ce soit entre 0 et 1. Donc la seule chose que je peux faire pour que ça fonctionne, c'est que je le divise par 300. Alors, et ces 300, je vais vouloir qu'il soit 0.0. Alors, ça c'est un détail lié au fait que entre 0 et 1, c'est donc un nombre décimal, mais que je n'ai fait que des opérations sur des nombres entiers ici. Donc ma division serait une division euclidienne, sauf si je rajoute un nombre décimal dans l'opération. Et là, en fait, tel que ça va commencer, alors je l'ai peut-être mis à l'envers, mais c'est quelque chose à quoi je suis préparé. Donc là, en l'occurrence, si je lance la simulation, pour le moment, on n'a rien du tout. Alors voilà, c'est l'inverse de ce que je voulais. Donc on a d'abord tout, et au bout de 5 minutes, alors je vais le faire différemment, pour que tout le monde puisse s'en rendre compte, je vais le mettre en 10 secondes. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Tac. Et pour que ce soit plus clair pour les gens, je vais venir en fait l'afficher à côté pour qu'on le voit. Calcul, hop, et je vais venir prendre cette apparence là et la mettre ici entre crochets. Comme ça, on va pouvoir visionner ce qu'on avait comme timer. Ce qui peut être une bonne pratique ici, c'est de se créer, parce que là, vous voyez qu'on utilise 300 plusieurs fois et qu'on l'utilise dans les paramètres d'une zone cliquable. Dans ce genre de cas, il ne faut pas hésiter à créer une variable qu'on va appeler durée compte à rebours, par exemple, qu'on va déclarer au début de notre scénario. On va lui donner la valeur de 300 et ensuite, on va utiliser directement ce nom durée de compte à rebours dans le choix de notre zone cliquable. En fait, ça va permettre, pour le coup, si on veut changer la durée de notre timer, on n'a pas besoin de le changer à 14 endroits différents. On peut le changer juste au début de notre scénario, écrire OK, durée compte à rebours égale 120 pour 2 minutes, et ça va le changer partout. Et ça, ça peut être vraiment, vraiment salvateur dans pas mal de cas. Tout à fait. Alors ici, on a bien quelque chose qui était à 0,97 en termes de remplissage. Donc finalement, c'est parce que notre countdown est petit, et du coup, on a quelque chose qui commence à 1 et qui descend ensuite à 0. On va avoir besoin de l'inverse ici en réalité, donc 1 moins le calcul qu'on vient de réaliser. Alors, vous ne voyez pas, mais je fais en fait l'opposé visuellement de ce qui m'intéressait ici, de façon à avoir un remplissage qui se fait progressivement. Pour ce qui est de la question, peut-on spécifier un taux de remplissage de l'image initiale? Alors oui, parce que le remplissage il se prend entre 0 et 1. Néanmoins, le fait de mettre une image grisée ici, ça permet de montrer qu'il y a quelque chose qui va s'afficher, parce que sinon on aurait une flamme qui s'affiche peu à peu en flottant dans le vide. On n'aurait pas cet effet de jauge qui se remplit. Mais en soi, on n'est pas du tout obligé de commencer le remplissage à 0 et on peut avoir une image qui est déjà préalablement remplie. Le truc, c'est qu'on on dit taux de remplissage, en fait, c'est un taux d'affichage. C'est-à-dire, c'est par exemple, si on met, ça va être très utile, par exemple, quand on met des jauges. Si on a une jauge, elle va être placée entre 0 et 1 et on va pouvoir la faire bouger, remplir. Et avec le temps d'animation, on va pouvoir avoir un effet de grossissement des jauges. Mais VTS Editor ne va pas détecter que l'image est partiellement grisée. Si on veut vraiment cet effet de quelque chose qui se remplit avec quelque chose en fond, on est obligé d'utiliser deux images, l'image de flamme et l'image noire. Oui. Alors,
Pour terminer ce scénario, vous voyez que là on a créé quelques éléments, donc un son d'ambiance, celui-ci va se dérouler tout au long du scénario, le compte à rebours c'est pareil, on pourrait le remplacer par un compte à rebours utilisé spécifiquement en variable, on verra ça dans un autre moment, et on a créé cette flamme qui va se mettre à jour au fur et à mesure, et pareil on a créé ce clignotement. Ce qui est intéressant c'est que ça, je peux venir le copier et le coller dans toutes les scènes qui vont m'intéresser, donc par exemple toutes les autres scènes à part l'extérieur, pour avoir une idée de progression en fait dans le scénario. Et en fait, je vais venir remplacer le, le temps d'attente infini que j'ai créé juste avant par ce système-là, et maintenant je l'aurai également dans la deuxième scène. Même chose pour les couloirs, etc., etc. Alors, on va arriver au terme de ce rendez-vous d'expert. Si vous avez des questions, c'est encore un petit peu le moment de les poser. Je vais vous donner rendez-vous de toute façon la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous d'expert, dont le sujet ce sera en particulier de créer une certification ou une validation rapidement avec VTS Editor. Je vous remercie tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Je te remercie aussi Théo. Voilà, l'idée générale ici, c'était de montrer un petit peu la structure générale qu'on peut avoir de navigation dans un scénario de ce type-là. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à créer ces différentes scènes. C'est fondamental pour savoir où on veut aller. Et après, tous les systèmes qu'on a créés un peu partout, on va venir les copier-coller dans chacune des scènes. Théo, merci à toi. Merci à toi aussi, également. Oui, Merci alors à tout le monde d'avoir assisté à ça. exactement. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on va avoir des rendez-vous le jeudi? Alors c'est pas impossible, mais en tout cas pour à court terme, il n'y aura plus de rendez-vous le jeudi. On les garde cependant tous les mardis jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne semaine également, et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Et bon courage dans ces moments particuliers. Salut Théo. Au revoir.